Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le NA Sport Show comme tous les soirs pour les fans de sport de NA TV. C'est à 20h que ça débute, c'est à 22h que ça termine et on va se régaler avec une large page rugby. On va s'intéresser au 15 de France féminin qui est devant un défi de taille, affronté en demi-finale de la Coupe du Monde, les All Blacks sur leur pelouse de Nouvelle-Zélande. Ça va être compliqué, on vous donnera le 15 de départ de ce 15 de France féminin, on vous donnera également le 15 de départ probable des hommes qui vont affronter l'Australie en test match samedi soir à 21h. Toujours concernant le rugby, on aura un entretien avec le shérif de l'Atlantique puisque Romain Sazi a répondu aux questions du NA Sport Show du côté de La Rochelle à l'Apivia Park. Il y aura une large page également consacrée au vélo avec un invité, Michel Gélisé, le speaker officiel du Tour de France qui va passer, on le rappelle, par la Nouvelle-Aquitaine, et puis du basket et du nautisme à J-4 du grand départ de la route du Rhum. Gaël Millon va notamment recevoir François Gabard et Philippe Poupon. Le NA Sport Show, tous les terrains de sport ce soir sur NA TV, et on fait notre entrée dans la mêlée du NA Sport Show avec le rugby. Je vous le disais, défi de taille pour les joueuses du 15 de France féminin qui vont devoir défier les All Blacks sur leur terrain du côté de la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby. Vous le voyez à l'écran, la composition, le 15 de départ de cette équipe de France pour jouer samedi à 7h30 à l'Eden Park d'Auckland. En première ligne, on retrouve des Socha et Joyeux. En deuxième ligne, Madou Soufal, la bordelaise, pour accompagner Ferrer. Troisième ligne composée d'Hermé, de Ménager et d'Escudero. La charnière classique, Bourdon-Drouin. Sur les ailes, Ménager et Grisé. Du côté de l'arrière, ce sera Boulard, et au centre, la paire Vernier-Philopon. On rappelle qu'il y a 3 joueuses donc du stade bordelais titulaires dans ce 15 de départ pour défier les All Blacks. Il s'agit d'Anaëlle D au poste de pilier gauche, de sa coéquipière en club Agathe Socha au poste de talonneur, et puis de la bordelaise Madoussou Fall qui sera titulaire en 5 aux côtés de Céline Ferrer pour former la deuxième ligne. Une petite pépite, tiens, avant de parler du 15 de France masculin, ça concerne la bordelaise Madoussou Fall qui a piégé une coéquipière pour Halloween. C'est savoureux et c'est signé du Twitter officiel de France Rugby. Madou Soufal, donc déguisé avec un costume d'Halloween pour faire peur à une coéquipière. Heureusement, plus de peur que de mal. Tout ira bien pour la joueuse qui a été piégée par Madou Soufal. On va parler du 15 de France masculin maintenant, puisque vous le savez, samedi, il y a un gros test match au Stade de France à Saint-Denis. La France face à l'Australie, ce sera à 21h. Et selon les dernières indiscrétions, voici le 15 de départ qui va être aligné par Fabien Galtier. 4 néo-aquitains, dont 3 Rochelais et un Bordelot Béglé dans cette équipe probable, avec en première ligne Dany Priso, Marchand et Antonio au poste de pilier droit. Il y aura une deuxième ligne a priori composée par Willem C et Cameron Woki. En troisième ligne, Grégory Aldrid pour accompagner Charles Olivon et Anthony Gelonche. La charnière classique, Romain Tamac et Antoine Dupont qui sera capitaine de ce 15 de France, ça c'est officiel. Et puis sur les ailes, Penaud Moefana, au centre Ficou Danti, à l'arrière Ramos, les remplaçants de ce 15 de France pour défier l'Australie. Movaka, Baye, Awas, Flamand, Taofi Fenois, Loukou, Jalibert et Mathis Lebel. La 10e journée de Pro D2 maintenant, avec bien évidemment un coup d'œil au classement avant de parler du calendrier. Vous le voyez, ce classement toujours dominé par Oyonnax. Le Suagen est 2e, Biarritz est 7e à 4 points du podium, Mont-de-Marsan est 10e, Soyaux, Angoulême et 13e. Je vous le disais donc, le programme de cette 10e journée de Pro D2 avec dès demain soir à 21h le match 100% néo-aquitain entre Soyaux, Angoulême et Agen. Vendredi, il y aura plusieurs rencontres, notamment Carcassonne-Grenoble. Il y aura la rencontre vendredi à 19h30 entre le Stade Montois et Colomiers Rugby. Et puis à 21h en match décalé, le Biarritz Olympique qui va affronter le Stade Aurillacois. Pour parler de la rencontre entre le 15
du Soyo Angoulême et le SU Agen. On écoute tout de suite le manager général de Soyo Angoulême du SA15, c'est Vincent Etcheto qui était présent en conférence de presse. Ouais, mais on est efficace, mais on rattrape des coups parce que justement on est indiscipliné, on sort un peu du système. Voilà, il y a des choses qui ne me satisfont pas et dont on ne peut pas se satisfaire. Donc il faut qu'on soit plus pragmatique, plus focus, j'aime pas trop ce qui est très à la mode, mais plus concentré sur notre projet parce qu'on a un projet. Malgré tout, on sait ce qu'on doit faire, chacun connaît son rôle défensivement, que ce soit individuel ou collectivement, qu'on a des repères. Et des fois, il y a des joueurs qui sortent du cadre. Et souvent, ce sont des joueurs qui devraient nous amener de la sérénité. Choc 100% néo-aquitain, donc demain soir entre Soyo Angoulême et le SU Agen. Évidemment, l'actualité du rugby, c'est aussi le top 14 avec la 10e journée qui se profile ce week-end. Je vous rappelle en tableau les affiches avec samedi à 15h le classico du rugby français entre le Stade Toulousain et le Stade Français Paris. À 17h, 4 matchs dans le multiplex avec Brive-La Rochelle, Clermont-Bayonne, Racing 92, Perpignan et Loup Rugby face au Castres Olympique. Il y aura également la rencontre dimanche à 15h15 entre les deux clubs néo-aquitains, la section paloise et l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis dimanche, l'affiche à 21h05 oppose le champion de France en titre Montpellier au RC Toulon. Ce sera à Mayol à 21h05. Je vous rappelle que le Stade Rochelais va affronter Brive, la lanterne rouge du classement, à 17h samedi. Et pour parler notamment de cette rencontre et du début de saison du club maritime, on vous propose l'entretien du jour du Nasport Show. C'est un entretien exclusif Namédia. Victor Pérez-Boucheron était à l'Apivia Park, au centre d'entraînement du Stade Rochelais. Il a rencontré le shérif de l'Atlantique, Romain Sazy, au micro du Nasport Show. Bonjour Romain Sazy. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Apivia Park. Pour commencer, comment se passe votre début de saison ? Début de saison plutôt correct sur les premiers mois, même si là on sort d'une série de 2 défaites, dont une à la maison. Forcément on est très frustré, mais après comptablement on va dire qu'on est dans les clous, mais on est loin de notre objectif quand même. Alors justement, 5 victoires et 4 défaites, la dynamique est rompue. Comment s'est passée donc cette rencontre contre la section paloise et quelle est la dynamique du club après cette défaite ? Forcément, défaite à la maison, on n'est pas habitué, encore plus avec un score on va dire assez lourd. Donc tout simplement beaucoup de frustration et on est on a envie forcément de vite gommer ça, et un faux pas comme ça à domicile devant notre public, ça fait mal, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, donc à nous de nettoyer ce qu'on a semé, donc j'espère qu'on le fera le plus rapidement possible. On va mettre le côté sportif de côté, on y va dans un instant. On va venir sur vous, Romain Sazy, vous êtes l'un des plus anciens du club à la Caravelle. Vous avez vu grandir ce club, il vous a vu grandir, quelle est sa physionomie ? La physionomie, c'est de rester humble et de toujours progresser et pas brûler les étapes. Donc après forcément on a touché le trophée l'année dernière, c'était l'objectif du club, mais c'est sûr qu'il y a quelques années l'objectif c'était pas celui-ci, quoi. Donc chaque année on va dire qu'on augmente le niveau d'exigence et tant mieux. C'est pour ça que forcément, comme on le répète, un week-end comme on a passé là, on est très déçus, y compris les supporters. Je peux complètement comprendre qu'ils attendaient autre chose sur un match comme celui-ci. Ouais. Vous avez fait vos armes donc justement dans ce club et vous avez également remporté ce qui semblait être l'un des plus beaux titres de votre carrière, cette Champions Cup. Racontez-nous comment vous avez vécu sur le terrain la dernière minute de ce match à l'étang. Contre Leicester sur la finale, c'est assez particulier, donc je rentre 5 minutes. On a un carton, c'est un fait de jeu, donc qui rend un peu le match un peu fou sur la fin. On est mené et on va dire qu'on n'a pas trop fait de déplacement sur les 5 minutes. Je suis resté vraiment sur leur ligne des 5 mètres à les acculer, et au final le verrou il lâche sur les dernières secondes, donc c'est une sensation de délivrance assez incroyable. Forcément c'était un peu fou, mais on les sentait pris physiquement, et on n'avait qu'une envie, c'était les repousser dans l'embut et traverser cette fameuse ligne.
Donc au terme de ce match interminable, vous soulevez la Champions Cup avec cette image qui fait le tour de la Planète Rugby, où vous donnez la coupe, vous caressez la coupe aux supporters. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit pas dans le coin de la tête, bon bah voilà, je vais peut-être rendre les clés du camion, au final c'est peut-être mon apothéose de ma carrière de rugbyman, ou vous voulez quand même continuer au Stade Rochelet? Non, mais de toute façon, quand je commence quelque chose, je le termine. Donc voilà, j'avais 1 an de contrat encore et je ne vois pas pourquoi j'aurais stoppé là. Le club est encore ambitieux et y compris moi. J'ai une envie encore féroce de gagner quelque chose et j'espère le faire cette année. Ouais. Donc justement, un contrat qui prend fin en juin 2023, vous n'êtes pas prêt de raccrocher le maillot au vestiaire? Je ne sais pas, la question n'est pas encore sur la table, donc on aura l'occasion d'en poser. C'est le début de saison, c'est assez tôt, donc on a le temps d'y venir. Forcément, on n'est pas encore là, même avant de penser à une quelconque retraite. Mais justement, avoir le Brennus dans les mains, est-ce que ce ne serait pas une consécration au final pour vous, Romain Sazy? C'est pas moi, Romain Sazy, c'est le club. Je pense que le club, les supporters, toute la ville, et au vu de l'investissement des dernières années de tout le peuple rochelais, et y compris sur nos dirigeants, ouais, ça serait forcément un aboutissement d'arriver à toucher ce bouclier. Surtout avec l'année 2021 où c'est qu'on fait 2 fois vice-champion sur les 2 compétitions. Ça crée encore plus d'envie et d'y arriver. Donc oui, c'est l'objectif, mais après l'aboutissement, c'est chaque année tu repars à zéro. La preuve année dernièrement qu'être champion, ça ne suffit pas pour pouvoir gagner des matchs. Et voilà, notre statut a changé, la vision des autres équipes aussi. Donc on est encore plus, on va dire, dans le viseur de certaines équipes, c'est normal. Comme on a pu être avant, quand on jouait un champion qui se déplaçait à De Flandre, on avait à cœur de sortir le plus gros match pour les mettre à mal. Et justement, vous avez parlé des supporters. Ces supporters, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre l'un des plus beaux publics de Top 14 avec justement cette Champions Cup, une effervescence au final quand De Flandre est à guichet fermé? Est-ce qu'on sent ou pas sur le terrain cette puissance de Flandre? Ah, mais j'ai toujours dit, je pense on joue au rugby dans un coin vraiment de passionnés, et nous les joueurs on est vraiment privilégiés d'avoir un public présent et toujours derrière nous, que ce soit sur des matchs amicaux ou même sur les moments durs, les défaites, ils sont tout le temps là. J'ai vu l'évolution du club, mais honnêtement il a grandi, mais le public a toujours été présent, tout le temps. Dès mon arrivée en 2010, que ce soit en Pro D2, il a tout le temps été là. Donc après, leur tirer un coup de chapeau, ça c'est sûr. Et voilà, aller chercher encore d'autres moments de gloire comme on a pu partager. C'est des moments assez particuliers dans une carrière de joueur. Pour les supporters aussi, j'imagine, se retrouver sur le Vieux-Port. Moi, je l'ai vécu 2 fois et c'était fabuleux et c'est quelque chose de vraiment à part. Et quand tu y prends goût, tu n'as qu'une envie, c'est d'y revenir. Et je pense qu'eux aussi ont envie de revivre des moments assez forts, on va dire. On va revenir sur le côté sportif, sur le championnat et l'équipe, sans remettre ce couteau dans la plaie, 21-38 le week-end dernier. Sur quoi on va se concentrer maintenant? Non, mais là, ce qui fait la base du rugby, donc, c'est l'engagement et l'humilité. Je pense qu'on est passé un peu à travers, voire beaucoup la semaine dernière, sans enlever voilà, le bon match des Palois. Je pense qu'on avait d'autres armes et on aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Je pense qu'on est assez grand là-dessus, on est hyper frustré et notre prestation n'est pas du tout à la hauteur du club et de nos standards tout simplement. Donc voilà, la sanction elle est tombée, elle fait mal. Maintenant c'est la réaction et qu'est-ce qu'on va faire après ça c'est sûr. Réaction, déplacement à Brive la semaine prochaine, on n'a plus le droit à l'erreur. Non, déplacement chez une équipe qui est en train de jouer le maintien, qui est en difficulté et qui aura à cœur de sortir le meilleur match possible pour enrayer cette série. Ils sont sur une mauvaise série de défaites. Donc c'est clair, on ne se cherche vraiment pas d'excuses. Les joueurs sont là, c'est le caractère et l'engagement qu'on y mettra qui définiront l'issue du score, ça c'est sûr. Beaucoup de transferts à l'intersaison, comment vit le groupe en cette saison 2022? Très bien, on a de super mecs dans le groupe. On continue de créer des liens, de renforcer les liens entre les nouveaux joueurs et sur ça il n'y a aucun souci là-dessus.
Donc en fermant les yeux sur les défaites, vous êtes l'un des principaux prétendants à l'accession aux phases finales. Comment vous allez les négocier, même si on n'est pas encore là avec Ronan O'Gara et son staff? Comment on se prépare pour l'échéance du mois de mai, du mois de juin? Le chemin il est encore long et dire de fermer les yeux sur les défaites, non, je pense qu'il faut savoir les regarder, le décrypter, comprendre et emmagasiner les erreurs passées et surtout ne pas les recommettre. Donc c'est la tâche, mais c'est chaque semaine qu'il faut remettre le bleu de chauffe et surtout pas oublier les bases de ce sport, l'engagement et le combat. Si on se projette donc en mai prochain, imaginons que vous êtes encore une fois champion d'Europe. On se souvient de cette liasse, le Vieux-Port en feu, le Vieux-Port Noir de Monde, ce bus impérial. Est-ce qu'on n'a pas dans le coin de la tête l'envie de revouloir encore une fois soulever cette Coupe d'Europe et d'attacher une deuxième étoile au maillot? Forcément, je pense que vous aussi, vous étiez très fiers en voyant cette coupe, il me semble. Donc tout le monde, tout Rochelais, tout supporter, les joueurs, forcément, on l'a dans le... Puis si tu démarres en n'ayant pas cette envie d'aller chercher jusqu'au bout, se satisfaire d'une bonne phase finale ou d'aller chercher une demi, non, quand tu commences quelque chose, c'est pour aller au bout. Donc ça, c'est la mentalité et il faut avoir cette mentalité de la gagne, ça c'est sûr. Donc justement, la réception de Pau le week-end dernier, ça a fait mal. Justement, tu l'as dit, il ne faut pas non plus baisser les yeux sur la victoire. Qu'est-ce que vous allez mettre en place justement à l'entraînement pour réussir contre Brive l'année prochaine? Comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, remettre les bases du rugby dans notre jeu, donc l'engagement et l'humilité. On va se projeter encore une fois, ma dernière question justement. J'avais déjà répondu, tu vois. Est-ce que vous vous voyez justement avec le bouclier de Brennus en mai prochain, en juin prochain? Forcément, comme tout joueur de top 14 qui commence la saison, on a envie d'aller le plus loin possible, donc oui. Forcément, tout le monde s'y projette, mais pour ça, les étapes sont dures, longues. Enfin, le championnat est très long, c'est un vrai marathon. Donc voilà, on a le temps de penser à ça. Je pense qu'il faut prendre les échéances à la semaine et pas aller chercher plus loin pour l'instant. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette saison 2022 et la suite du championnat? D'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Romain Sazy. Merci. C'était Romain Sazy, l'emblématique joueur du Stade Rochelais, le shérif de l'Atlantique, comme on le surnomme, du côté de La Rochelle. Le Nasport Show, ça continue dans un instant. On parlera notamment Tour de France, le vélo avec le speaker officiel de la Grande Boucle. C'est Michel Gélisé qui a répondu aux questions du Nasport Show. On parlera également basket avec la qualification de Boulazac pour les demi-finales de la Leaders Cup. On parlera également nautisme à J-4 maintenant du grand départ de la Route du Rhum, la plus grande des régates françaises. Ce soir, on va vous proposer une émission en duplex depuis Saint-Malo avec Gaël Millon qui reçoit notamment 2 champions hors du commun, François Gabard, Philippe Poupon. Le Nasport Show, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ne bougez pas. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Vous êtes de retour dans le Nasport Show, l'émission préférée des fans de sport en Nouvelle-Aquitaine. On vient d'évoquer le rugby avec le top 14 ou encore la Coupe du Monde féminine et notre entretien avec Romain Sazi, le shérif de l'Atlantique. Si vous avez loupé cette partie de l'émission, n'hésitez pas à consulter la page YouTube de NATV puisque le Nasport Show est disponible chaque soir en replay. Tout de suite, c'est l'Omnisport avec le vélo et le Tour de France. Et pour parler Tour de France et cyclisme, j'accueille avec moi le spécialiste vélo de la rédaction de NATV, c'est Victor Pérez-Boucheron, vous le savez. Bonsoir Victor. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Rebonsoir plutôt, puisque Victor était déjà présent avec son journal des réseaux sociaux dans Actu, émission que vous pouvez d'ores et déjà revoir sur notre page YouTube. Victor, l'actualité du vélo, on le sait, c'est le Tour de France. Il y a eu récemment tout simplement le parcours dévoilé pour la prochaine édition avec 9 communes de Nouvelle-Aquitaine qui sont intéressées et directement concernées par ce parcours. Tu as contacté Michel Gélisé, le speaker officiel du Tour de France. Victor, c'est ça l'entretien que tu nous proposes aujourd'hui? En effet, Michel Gélisé qui est aux côtés donc, de Marc Chavet depuis 2004. Il a appris aux côtés de Daniel Manjas qui est désormais speaker sur des autres courses du territoire français. Michel Gélisé donc, m'a fait part de ses opinions sur le parcours 2023 avec donc, les passages en Nouvelle-Aquitaine qu'on connaît, Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, Bordeaux, Libourne ou encore Pau et la Reims. On a échangé longtemps donc, sur ce parcours 2023 et il m'explique un petit peu son point de vue du côté masculin et féminin. Bonjour Michel Gélisé, vous êtes speaker départ du Tour de France depuis 2004. Racontez-nous un petit peu vos débuts au micro sur le Tour de France en compagnie de Daniel Manjas. Oui, bonsoir. Bonjour Victor. Mes débuts sur le Tour, le Tour c'était d'abord une passion parce que j'ai d'abord fait du vélo. Donc j'ai écouté Daniel Manjas. Je suis né à Pau, donc j'ai souvent vu passer le Tour de France à Pau. Et en effet, j'ai eu la chance de pouvoir débuter à ses côtés sur le Tour en 2004. Puis ensuite, depuis le changement de physionomie sur le Tour au niveau des speakers, j'anime en compagnie de Marc Chavet les départs, pendant que François Belay et Damien Martin animent les arrivées. Alors parlez-nous un peu de vous qui avez grandi au pied des Pyrénées avec cette passion également pour le vélo. Comment ça se passe quand on est enfant à Pau? Qu'est-ce qu'on fait à Pau? Qu'est-ce qu'on fait à Pau? Voilà, c'est un peu naturellement que le Tour de France qui vient quasiment chaque année fait partie du décor du mois de juillet. C'est vrai que c'est un terrain de jeu génial avec les Pyrénées à proximité. Donc oui, comme Christian Prudhomme a l'habitude de le dire, les champions de notre enfance sont les champions de notre vie. Donc moi, quand je voyais passer Miguel Indurain à Marie-Blanc, j'y allais avec mon père au vélo et c'était évidemment un grand moment, quoi. Donc évidemment, quand on n'est pas loin, on va voir le Tour, que ce soit pour voir les arrivées sur la place de Verdun ou en montagne en prenant son vélo. Donc justement, depuis plus de 10 ans, vous présentez les coureurs sur les podiums départ à de nombreuses reprises à Pau. Donc, elle a quoi de particulier, cette ville ? Pau, c'est un peu là où tout commence, où tout finit. C'est-à-dire que c'est la porte d'entrée des Pyrénées, où c'est sa sortie,
très souvent de là, à partir au départ de Pau, je me souviens même récemment avec Christopher Froome par exemple, avec Nibali, avec aussi le contre-la-montre en 2019, avec Julien Alaphilippe. C'est souvent là que les maillots jaunes se distinguent. Donc c'est un départ particulier parce que c'est souvent après donc des belles étapes de montagne ou juste avant une étape de montagne. Puis il y a également de superbes arrivées au sprint. On se souvient notamment d'Arnaud Démare. C'était le dernier doublé français en sprint avec Christophe Laporte. Donc il y a toujours la part belle soit au sprinter, soit au grimpeur. Et puis il y a eu ce contre-la-montre en 2019. Puis cette année, du côté des filles, il y aura aussi un contre-la-montre sur à peu près le même tracé. Donc c'est vrai que Pau est une ville habituée du Tour de France. Les élus sont très attachés à être inscrits sur la carte du Tour quasiment chaque année, sur le Tour de France, mais également sur la Vuelta, puisqu'en 2019, il y avait également eu un contre-la-montre. C'était pas Pau, c'était Jurançon-Pau, mais c'était là aussi un terrain de jeu idéal, parce que là, on est sur le piémont pyrénéen, et c'est comme cette étape qui sera la toute dernière du Tour féminin. Ce sera vraiment un moment d'explication, et c'est très sympa. Pour les punchers, c'est chouette. Donc on reviendra sur Pau et sa physionomie sportive avec, comme vous l'avez dit, la victoire d'Alaphilippe en 2019. Donc présenté il y a moins d'une semaine au Palais des Congrès de Paris, les parcours des Tours de France. La Nouvelle-Aquitaine sera copieusement visitée, tant chez les hommes que chez les femmes. Et le Lion de Pau surgit de nouveau. Donc selon vous, comment la ville séduit et continue à séduire les organisateurs, tant chez Marion Rousse que chez Christian Prudhomme? Je crois qu'il y a une vraie histoire d'amitié entre les élus, entre Josie Poitou, qui est Madame Tour de France, au sein de la ville de Pau, la députée. Il y a aussi, comme on le disait à l'instant, un terrain de jeu qui est idéal. On peut choisir à la fois des étapes de montagne, des étapes pour puncher, des étapes au sprint aussi. On se souvient de ces arrivées, des étapes Bordeaux-Pau. Et puis il y a les infrastructures hôtelières également qui permettent d'accueillir le Tour de France à cette période de l'année. Donc c'est vrai qu'il y a tous les ingrédients, et puis un engouement, une ferveur. Le Pays Basque avec ses supporters n'est pas très loin. C'est vrai que cette année, le Pays Basque sera bien servi, notamment côté espagnol. Mais voilà, pour tous les supporters, c'est vraiment un point d'attache intéressant. Il y a une vraie ferveur, il y a une vraie passion du Tour de France à Pau. Même si c'est un territoire de rugby, comme on l'a vu face à La Rochelle le week-end dernier. Est-ce qu'on peut parler peut-être de partenariat entre ASO et la ville de Pau ? Plus que d'un partenariat. Alors, je ne veux pas parler pour les élus, pour Christian Prudhomme, mais je crois qu'il y a plus qu'une relation de confiance, même une relation d'amitié entre eux. Et voilà, c'est vrai que quand le Tour a souhaité venir pour des moments particuliers, je me souviens d'étapes du Tour, je me souviens de la course By le Tour qui était l'ancêtre du Tour de France Femmes avec Zwift, c'était en 2019 également. Pau répond toujours présent. Donc ça, je pense que c'est pour des organisateurs d'avoir une ville sur laquelle on peut s'appuyer pour tous ces événements. C'est là aussi un gage de confiance, et puis une confiance renouvelée chaque année. Donc voilà, il marche vraiment main dans la main. Et puis il y a aussi la caravane du Tour il y a une caravane Béarn-Pyrénées tourisme, qui est depuis plusieurs années maintenant. Et puis plusieurs étapes dans le département. Donc tout ça fait un mix qui fait que c'est devenu voilà, je crois une histoire d'amitié entre ASO et la ville de Pau. Un contre-la-montre n'est pas nouveau, on l'avait vu donc en 2019 avec la victoire de Julien Alaphilippe en jaune, mais chez les femmes ça sera la première fois de l'histoire, donc on verra un contre-la-montre, mais également la première de Pau. Comment on la voit cette dernière étape du Tour de France Femmes ? Alors il y aura le Tourmalet qui aura peut-être fait des gros écarts la veille, mais je crois que ce qu'attendent les organisateurs, et Marion Rousse en particulier, la directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, c'est vraiment que ce soit le juge de paix, qu'il y ait un beau spectacle. On a tous en tête encore ces images de Julien Alaphilippe avec le maillot jaune sur les épaules qui gagne le chrono en 2019, avec cette cote finale et cette arrivée sur la place de Verdun, où là c'était une ambiance de stade de foot. C'était en plus le jour du centenaire du maillot jaune, donc tous les ingrédients étaient réunis, le président Macron qui était venu également le soir. Donc c'était un jour exceptionnel, et j'ai l'impression qu'à la fois Pau et ASO ont envie de renouveler l'expérience avec le tracé qui sera quasiment le même. Donc également ce Tourmalet qui fait sens dans la tête des coureuses, on s'écarte un petit peu de la région et dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce qu'au final Pau ne sera pas un peu une vitrine de ce Tour de France Femmes ? Est-ce que l'arrivée finale se fera en fait peut-être au Tourmalet ? Les enjeux sportifs se
clôturons au Tourmalet. Oui, alors on a vu que l'an dernier, Van Vleuten avait vraiment assis sa mainmise sur les toutes dernières étapes, les 2 dernières étapes de montagne, avec le Markstein que l'on va retrouver chez les hommes cette année, et puis donc avec la super planche des belles filles. Bon là, c'est vrai que le Tourmalet peut faire de très très gros dégâts. Si elle est dans la même forme que l'an dernier, je pense que ce sera pour elle l'occasion de vraiment creuser les plus grands écarts. Bon, après, on sait qu'elle roule très très bien contre la montre également. Après, voilà, on sait que côté français notamment, des coureuses comme Juliette Labousse par exemple peuvent tirer leur épingle du jeu, elles continuent de progresser, et pourquoi pas franchir encore un palier l'an prochain. Donc non, ça promet en toute fin de tour comme ça une belle bagarre avec non plus 2 étapes de montagne coup sur coup, mais montagne et contre la montre, c'est peut-être plus équilibré, encore plus intéressant au niveau sportif. Ouais. On va se plonger sur le tracé des hommes maintenant, donc après le Pays Oui. Basque. Les coureurs se lanceront en direction de Dax le 4 juillet et le lendemain, donc le passage par Pau en direction de la Reims. Est-ce qu'on ne va pas assister un peu à un remake de 2020 avec la victoire de Tadej Pogacar, où le lendemain, les coureurs étaient donc en repos en Charente-Maritime? Est-ce que c'était pas une étape de transition? On se dit, bon bah Pau, on sait très bien qu'on attribue une étape en direction de la Reims, on sait de quoi est faite cette étape. Oui, alors c'est vrai que ça sera intéressant de suivre ce grand départ parce qu'on a en tête un peu 92 avec un grand départ de Saint-Sébastien. Donc en fait, l'étape de Pau dont on parle sera précédée de plusieurs étapes pour Puncher. Et peut-être qu'il pourra y avoir déjà classement général avec quelques écarts. Donc voilà, ça dépendra parce qu'il y aura ainsi 2 courses, bien sûr, le classement général et le classement de l'étape. Parce qu'en amont, quand même, avec cette première étape à Bilbao pour les punchers, où il y a des beaux pourcentages sur les 2 ascensions, avec l'étape le lendemain que les coureurs ont l'habitude d'emprunter sur la classique à Saint-Sébastien notamment, ça aura déjà fait pas mal de dégâts. Et puis voilà, il y aura eu donc ces 2 étapes qu'on peut penser pour les sprinteurs avec Bayonne, avec Nogaro aussi. Ça sera une belle fête entre Dax et Nogaro. Donc là, ce sera la toute première étape de montagne avec des cols pas faciles. Hein. Le Soudé, c'est juste en dessous de la Pierre Saint-Martin où souviens de Christopher Froome qui avait mis tout le monde d'accord dès la première étape pyrénéenne. C'était là aussi les grandes années du champion britannique. Il y a Marie Blanc. Marie Blanc, c'était en 92 quand le Tour partait de Saint-Sébastien, le seul col qui avait été gravi dans les Pyrénées. C'est pas du tout la même physionomie cette année. Et donc voilà, donc on va monter en fait crescendo avec cette étape entre Pau et la Reims et l'étape le lendemain entre Tarbes et Cauterets avec là aussi les cols mythiques comme le Tourmalet et Cauterets où là aussi il y avait eu Miguel Indurain qui s'était imposé. Donc c'est bien là, cette première semaine de Tour de France, elle est très excitante en fait. Donc d'un point de vue sportif, les coureurs devront se dévoiler, les leaders au moins devront se dévoiler dès les premiers jours, limite dès le premier jour. Et là on aura déjà une physionomie du classement général. Oui, c'est pour revenir à 92 parce que ça ressemble beaucoup avec ce grand départ à Saint-Sébastien. On s'était dit mais comment ne pas jouer le classement général dès les premiers jours en passant par les Pyrénées. Donc les Pyrénées avaient été escamotées. Là finalement c'est un parcours équilibré pour puncher, pour grimpeurs également, mais ça reste très ouvert ensuite. Et comme on voit que les cinq massifs sont empruntés cette année, avec aussi le Puy-de-Dôme, avec il y a vraiment dans chaque massif des belles ascensions. C'est très équilibré et finalement dès la première semaine, les Pyrénées n'auront pas donné le verdict du vainqueur du Tour, c'est une certitude. Après donc l'arrivée à Cauterets, le lendemain de l'étape Pau-la-Reims, les coureurs arriveront à Bordeaux, plus de 10 ans d'absence après sa dernière candidature. Marc Cavendish, qui était d'ailleurs présent au Palais des Congrès, s'y était d'ailleurs imposé. Sans surprise, elle devrait plaire et elle devrait être donnée aux sprinters cette étape. Oui, normalement. Après, on est en tout début de Tour de France. Il y aura eu l'étape de Bayonne aussi. Il y aura eu l'étape de Nogaro, qui a aussi un côté sprinter avec l'arrivée sur le circuit automobile. Ça peut être super spectaculaire. Et c'est vrai que Bordeaux, oui, c'est prestigieux pour tous les sprinters rêvent de s'imposer à Bordeaux. C'est sur une carte de visite. Évidemment, côté sprinter, il y a les Champs-Élysées, mais il y a Bordeaux qui figure en bonne place. Et d'ailleurs, le clin d'œil à André Darrigade, puisque nous partirons de Dax, que nous arriverons à Bordeaux, sera appuyé dans cette traversée du sud-ouest. Donc là, je pense que les meilleurs sprinteurs du monde voudront s'imposer à Bordeaux.
Une étape qui va faire également couler beaucoup d'encre, c'est celle du dimanche 9 juillet entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy-de-Dôme, le mythique Puy-de-Dôme en fin de retour au programme. Ça sera un peu le revoir voilà, des coureurs à la région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est peut-être celle qu'on retiendra le plus dans cette région. Ah, c'est celle qui est la plus attendue, en tout cas, revoir le Puy-de-Dôme, quasiment 60 ans après le duel Anctil-Poulidor. Alors c'est vrai que pour les jeunes générations, le Puy-de-Dôme, ça parle pas beaucoup. Je sais que Christian Prudhomme était très très attaché à ce que le Tour revienne un jour. Ce sera une physionomie un peu particulière, hein, sans public, avec cette partie voie ferrée à côté, mais ça promet des images superbes. Et puis aussi au niveau sportif, avec les derniers kilomètres des rampes plus de 10%, ce sera là aussi super intéressant à suivre. Ouais. Donc justement, Christian Prudhomme nous l'a confié en zone mixte. On ne gagne pas le Tour de France en Nouvelle-Aquitaine, mais on peut le perdre. Oui, ce sera piégeux, il a raison de le dire. Hein. Il faudra être attentif dans toutes les étapes. On parlait des étapes de sprinters tout à l'heure, avec Nogaro, avec Bayonne, avec Bordeaux, avec même cette étape entre Libourne et Limoges. Hein. Il faudra être attentif. Et on le sait, hein, quand le peloton se retrouve dans la première semaine, c'est un peloton nerveux. Et évidemment, il faudra faire très attention. Après, comme on le disait tout à l'heure, le parcours est équilibré et du coup, il y a vraiment des endroits très intéressants à chaque fois pour pouvoir se distinguer pour finalement tout type de coureur. Merci beaucoup Michel Gélisé, speaker départ sur le Tour de France. Avec plaisir Victor, à bientôt. C'était Michel Gélisé au micro de Victor Pérez-Boucheron pour le Nasport Show. Michel Gélisé, speaker du Tour de France que l'on retrouvera sur les routes de Nouvelle-Aquitaine cet été. Merci Victor pour cet entretien. Merci Benjamin. Et l'actualité du basket, c'est la qualification de Boulazac, le pensionnaire de Pro B, pour la demi-finale de la Leaders Cup. La Leaders Cup, c'est la coupe, bien évidemment. Et Boulazac est allé s'imposer chez lui 73-56 face à Aix-Maurienne. Boulazac qui avait déjà largement remporté le match aller et qui se qualifie donc pour les demi-finales de cette compétition. Vous le voyez en tableau, Boulazac qui va affronter Lille pour une place en finale de cette Leaders Cup. De l'autre côté, la qualification de Saint-Vallier qui va attendre de connaître son adversaire. Vous voyez le bracket de la Leaders Cup édition 2022-2023. L'actualité du basket, c'est également la Betclic Elite. On va vous proposer tout d'abord le calendrier du club de Polac Orthez avec, vous le voyez, un déplacement à Cholet dès le 5 novembre. Il y aura un match amical, face à Boulazac, dont on vient de parler, un club de Betclic Elite contre un club de Pro B en amical. Ce sera l'occasion pour Boulazac de se tester. Le 19 novembre, il y aura un match à la maison pour Polac Orthez face à Gravelines et puis un match à l'extérieur le 27 novembre prochain face à Villeurbanne. Le calendrier du CSP Limoges maintenant avec dès le 4 novembre prochain un match face à Boulogne-le-Valois. Ça, c'est de la Betclic Elite. Il y aura le déplacement du côté de Monaco pour aller défier la Roca Team là aussi en championnat. Et puis un match pas évident à gérer, un match de Ligue des Champions pour le CSP Limoges. Ce sera face au club laiton du VEF Riga avant de recevoir Dijon en Betclic Elite. Voilà pour l'actualité du basket. Le Nasport Show est désormais terminé. On espère avoir été complet. N'hésitez pas, si vous avez manqué une partie de l'émission, à la revoir le Nasport Show en replay sur la page YouTube de NATV. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous laisse avec Gaël Millon à J-4 maintenant du grand départ de la route du Rhum. Gaël Millon qui, en duplex de Saint-Malo, reçoit un plateau de rêve avec notamment François Gabard ou encore Philippe Poupon. Vous allez vous régaler si vous êtes fan de nautisme. Quant au Nasport Show, on revient dès demain soir. Très bonne soirée à tous à l'écoute de NATV.
Bonjour à toutes et toutes, bienvenue, merci d'être fidèles à ce rendez-vous, ce grand direct de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, ici en direct de Saint-Malo. On a un plateau de très très haut niveau aujourd'hui, vous avez raison de nous regarder. Je vais vous présenter nos invités dans quelques instants, juste après vous avoir montré, c'est la tradition, vous le savez, l'image du jour. Et l'image du jour, elle nous fait déjà voyager parce que ça y est, on commence à parler de plus en plus de la Guadeloupe, et en tout cas la Guadeloupe est ici chez elle à Saint-Malo. En témoigne ce concert carnavalesque qui a eu lieu hier. Avec ce groupe guadeloupéen arrivé tout droit de l'île. Les couleurs de la Guadeloupe sont là un petit peu partout sur le village. Et nous, sur ce plateau, eh bien, on aura l'occasion de faire la part belle aux skippers guadeloupéens. Ce sera dans l'émission de vendredi. Ils sont 7 au départ et ce sera Kenny Piprol qui sera notre invité vendredi, invité de ce grand direct de la Route du Rhum, destination Guadeloupe. Merci en tout cas d'être avec nous. Et ce plateau, vous allez le découvrir désormais maintenant. Je suis ravie d'avoir à mes côtés pour commencer Catherine Chabot. Catherine, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour, vous avez été la première femme à boucler un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et en course. C'était un Vendée Globe en 1996. Depuis, vous avez fait plein de choses. Vous êtes notamment engagée en politique avec un combat important pour l'océan, justement. On en parlera dans quelques instants. Et cette fois-ci, ce sera en catégorie Rhum, en monocoque, que vous allez vous élancer à la barre de formative ESI Business School pour Océane Ascommon. Merci d'être là. Et merci de votre invitation. Ravie d'être en si bonne compagnie. On va reparler un peu d'histoire dans cette émission aujourd'hui. Philippe Poupon, ancien vainqueur, est avec nous aussi aujourd'hui à la barre d'un bateau qui a gagné également. Là aussi, on va revoir des images dans quelques minutes, raconter cette belle histoire. La belle histoire de 1986, c'était la victoire de Philippe. La victoire de 1990, celle de Florence Artaud et du bateau qui sera également au départ dimanche. À vos côtés, il y a le trophée qui est tant convoité. Vous l'avez vu, on l'a mis là aujourd'hui. On avait décidé de vous le montrer un petit peu près de Philippe. C'est impressionnant. Lui aussi, il a remporté ce trophée. C'était en 2014 en classe IMOCA. Bonjour François Gabard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors une victoire en 2014. Une pas loin de victoire, mais pas victoire quand même, en 2018. Et encore un sacré prétendant cette année à la barre de ce trimaran SVR Lazartigue, dont on verra quelques images dans quelques instants. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors Philippe, je le disais, vous êtes de retour ici sur le plateau, 36 ans après votre dernière apparition, 36 ans après cette fabuleuse victoire. Qu'est-ce qu'il reste de ce moment ? Alors, 36 ans après ma victoire, oui, c'est ça, 6-12, si je calcule bien. Ben, c'était hier, c'était vraiment... on voit pas le temps passer, tant mieux. Ce qui reste, je suis très content d'être là. Saint-Malo est superbe, les bateaux sont incroyables. Je rêve à faire le ponton, à passer devant le bateau de François et des Ultimes, entre autres, parce que je suis avec eux là-bas au bout du ponton et c'est superbe. Donc je prends beaucoup de plaisir. Ben, la course n'a pas changé, la recette est la même, c'est ce qui fait son succès. On part de Saint-Malo, on nous dit il faut que vous alliez en Guadeloupe et puis c'est tout. Donc un directeur de course va donner un coup de canon et puis on va tous s'élancer. Donc voilà, c'est très simple, on est en solitaire. On a revu des images de cette victoire de 86. Vous l'avez dit, après cette victoire, vous aviez déjà gagné des courses, mais celle-ci, elle vous a permis de devenir respectable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, merci. C'est vous qui l'avez dit, c'est son vos mots, ce ne sont pas les miens. De temps en temps, ça doit arriver. Non, oui, quand on arrive à graver son nom sur la coupe, c'est bien quand même, parce que c'est une fois tous les 4 ans, donc il faut vraiment il faut s'organiser, parce que le temps passe vite. Donc voilà, oui, bien sûr, moi j'étais en 86, j'étais prêt, j'étais vraiment formaté, préparé pour ça. J'étais déjà dans le milieu de la course, avec des succès, soit sur le Figaro, soit sur des transats en solitaire. Mais bon, gagner la Route du Rhum, c'est quand même la reine des transats, la reine des courses françaises, voilà. Donc, c'est bien sûr, ça change. Bon, ça change pas la vie, mais bon, voilà, au moins, on peut pas dire de conneries sur celui qui a gagné. François, vous aviez 3 ans. 1986, bon, j'imagine que vous n'avez pas vécu cette arrivée en direct. Il n'empêche, des épopées comme celle de Philippe Poupon, ça marque forcément.
Bah oui, forcément. En effet, à 3 ans, j'étais encore un petit peu jeune. Mais juste après, c'est mes premiers souvenirs de la Route du Rhum. Et non, en fait, ce que tu as fait il y a 36 ans et tout ce qui s'est passé derrière, bah, c'est aujourd'hui, c'est grâce à ça que la Route du Rhum est ce qu'elle est aujourd'hui. Et si on navigue, si j'ai la chance de naviguer sur un bateau aussi extraordinaire que le trimaran SR Lazartic, c'est grâce en effet à toutes ces éditions des Routes du Rhum, des éditions difficiles, des éditions plus joyeuses, et tous les progrès qui ont été faits tant sur les bateaux que sur notre capacité à les pousser rapidement sur l'Atlantique. Alors là, vous n'allez pas naviguer dans la même catégorie, mais il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez participé à la régate des héros du côté de Port-la-Forêt. François, deuxième, derrière qui? Derrière Philippe, quand même, hein, sur ces petits bateaux-là. C'est le respect, justement, le respect de l'histoire. C'était un bon moment aussi de se retrouver là avec différentes générations sur ce genre d'événement. Ah mais c'était très sympa. Moi, c'est la première fois que je naviguais en pabouk, donc c'était à Port-la-Forêt. Et on a passé un bon moment. Enfin, c'était sympa. C'était la fin de l'été, c'était cool. Moi, je suis très content parce que j'ai quitté un peu le milieu de la course, donc j'étais parti voir les phoques et puis voilà, de retrouver tous ces gens que je suis quand même. J'ai navigué contre certains, pas mal d'ailleurs. Surtout du temps du Figaro, et puis voilà, de les retrouver, les voir en chair en os, c'est pas mal. Puis de gagner, quand même si c'est une petite course, vous avez gagné cette régate. Je suis pas du genre à me laisser faire là. Les concurrents de Philippe Poupon sont prévenus, évidemment. Alors cette fois Philippe, mais également Catherine, vous allez vous élancer donc ce dimanche dans une catégorie qui s'appelle la catégorie Rhum. Pour Philippe, ce sera en multicoque. Pour Catherine, ce sera en monocoque. On va vous présenter ces deux catégories avec François Schlotterer et les équipes de Nefcy. L'essence de la Route du Rhum destination Guadeloupe, c'est la course sans contrainte. Un marin, un bateau et la mer à traverser. Des fondamentaux que l'on retrouve dans les catégories Rhum Mono et Rhum Multi. Des bateaux de 8 à 22 mètres, des bateaux récents ou vintage, ne rentrant pas dans les classes standardisées de la course au large. C'est là que se frottent des amateurs chevronnés avec les grands noms de la voile. Pour les monocoques, le favori est Jean-Pierre Dick sur un bateau récent de 52 pieds qu'il a imaginé comme un coursier de luxe. J'y reviens avec envie et cette classe Rhum, il y a vraiment des navigateurs sympathiques, quelques bateaux mythiques et c'est intéressant de s'y confronter. Ouais. Derrière Dick, on assistera à une course aux couleurs sépia. Arnaud Pénarin à la barre de Penduc 3, monocoque de 1967. Wilfried Clerton sur Critère 8, un bateau qui participera à sa 6e Route du Rhum. En multicoque, c'est la piste aux étoiles. Philippe Poupon sur l'ancien Pierre Ier de Florence Artaud devrait être le plus rapide, quand Roland Jourdain, Marc Guimau et Gwen Chapalin navigueront sur des catamarans de course croisière. C'est vrai que c'est une classe un peu senior, mais je crois qu'on va bien se tirer la bourre, ça va être sympa. 29 sillages à l'abordage d'une nouvelle édition de Légende. Voilà, l'étiquette de favori, elle est quand même de ce côté-là, du côté des multicoques, Philippe. Catherine, comme Philippe Poupon, vous êtes de retour à la voile pour une deuxième Route du Rhum, 20 ans après, avec cette envie de retrouver le bonheur d'être sur l'eau. C'est vraiment ça qui vous a décidé à vous relancer cette année ? Ah oui, moi je pense qu'au-delà de la compétition, il y a le bonheur de vivre en mer. Et Philou le connaît bien, celui-là de bonheur avec son fleur austral ces dernières années. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté la compétition. Comme vous l'avez dit, que je suis mobilisée pour essayer de préserver la mer et le littoral, parler de développement durable, et plus j'en parle et moins je la pratique, même si je continue à la pratiquer ces dernières années en famille, y compris en régate. Mais voilà, j'avais envie effectivement de retrouver ce contact avec la mer. Alors ça va être un peu chaud, un peu musclé, j'ai l'impression, comme réimmersion, mais voilà, le bonheur. Et puis sur un bateau qui est formidable, qui est vraiment formidable. C'est amusant parce que la Route du Rhum laisse la possibilité à tout un tas de bateaux, le vieux bateau de Florence, l'incroyable trimaran ultime de François, et puis mon bateau qui date de 90, finalement qui a été rénové il y a 4 ans pour mon mari, avec lequel il a couru la Route du Rhum, le bateau de VDH, Jean-Luc Van Den Ede. Et finalement, on arrive à les optimiser. Ce bateau, me semble-t-il, est plus rapide que ce qu'il a été quand je l'ai connu en 96.
qui vous a aidé à boucler ce À tour du boucler- monde. à boucler mon tour du monde. Et effectivement, alors vous le dites, c'est un bateau quand même qui peut être performant. En tout cas, vous avez fait en sorte qu'il ne soit pas juste un bateau, comme on l'entendait, un peu vintage avec des couleurs sépia. C'est l'objectif quand même quand on revient et qu'on a été compétitrice, Catherine, c'est certes passer des messages, mais pareil, aller un peu vite. Oui, je pense que j'irais faire autre chose pour passer mes messages que de la compétition si j'étais pas aussi un petit peu titillée. Après, je vais vous dire, mon objectif, moi, c'est déjà d'arriver au bout de l'autre côté. En course, puisque en 98, quand j'ai couru, alors sur le bateau qui a suivi, derrière ce bateau, j'ai fait construire un autre bateau avec lequel j'ai couru mon deuxième Vendée Globe, qui était plus rapide. Mais malheureusement, j'ai dématé, tête de mât qui a cassé à quelques encablures de l'arrivée, et de ne pas boucler ce Tour de la Guadeloupe qui est quand même mythique. C'est une frustration que j'ai conservée et j'espère bien finir en course. Après, le bateau, sur le papier, peut faire un podium. Donc, mais il peut se passer tellement de choses. Voilà, podium aussi, pourquoi pas. En tout cas, on vous le souhaite, Catherine Chabot. Vous êtes l'une des 7 femmes du plateau, toutes catégories confondues. 7 femmes, 6 catégories, vous l'avez compris. Bon, c'est peu. Vous êtes déjà là, c'est bien. Il y a eu des modèles. Il y a eu Hélène MacArthur, il y a eu Florence Artaud, dont on parlera dans quelques instants. Il y a des Sam Davis. On les découvre ici, Piper, Justine Métro. Est-ce que au départ, il y a suffisamment de confiance chez ces femmes? Est-ce que la détermination qu'avait Florence Artaud en 90 en disant moi si j'y vais c'est pour gagner, est-ce que ça manque aujourd'hui? Vous parlez de confiance en elles. Je vais vous dire, il y a un plateau de femmes aujourd'hui que je trouve, alors pas forcément que sur la route du Rhum, puisqu'elles sont effectivement pas très nombreuses, mais extraordinaires. Moi, je vois la jeune génération qui arrive. Je suis bluffée. Moi, je pense qu'elles sont forcément, d'ailleurs, d'une manière générale, tout le plateau a monté à grimper en compétences, et les femmes y compris. Et je pense pas qu'il y ait de manque de confiance de leur part du tout. Non, pourquoi il y en a pas autant au départ? Peut-être qu'il y a d'autres programmes, probablement, mais on pourrait en voir. Il y a forcément. Et ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est favoriser, comme le fait la The Ocean Race. J'étais pas du tout fanat des quotas, moi, il y a quelques années. Et finalement, c'est peut-être ce qui peut permettre à un moment donné de ce tour du monde en franchir le équipage pas. avec escale, qui impose d'avoir 2 femmes à bord, permet aux femmes qui ont de la compétence de grimper aussi en compétence, et peut-être aussi de désinhiber les skippers qui hésiteraient, ou finalement qui, au bout du compte, moi-même j'ai voulu courir cette course dans les années 85 puis 80, enfin bref, il y a longtemps, et j'ai jamais pu embarquer parce que j'étais une femme. De toute évidence, c'était un risque que prenaient les skippers. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas mal. Après, quand on navigue en solitaire, c'est des projets qu'on porte soi-même parce qu'on a envie d'y aller, et il y en a plein aujourd'hui qui étaient là il y a 4 ans, qui ne sont pas forcément là aujourd'hui, mais qu'on reverra. Moi, je ne suis pas inquiète. Une femme à la barre d'un trimaran géant, François, c'est envisageable, c'est possible dans les années qui viennent? Bien sûr, et ça serait souhaitable. Et c'est vrai que c'est assez étonnant quand on voit la représentation des femmes dans les résultats de la Route du Rhum. Et évidemment, Philippe est là avec Florence pour en parler, mais Hélène MacArthur, enfin, les résultats des femmes sont statistiquement, par rapport au nombre de femmes au départ des courses, elles sont meilleures que les hommes. Enfin, si on prend les statistiques, le nombre de femmes qui ont pris le départ et le nombre de femmes qui ont gagné. Et donc c'est étonnant, en effet, qu'il n'y en ait pas plus. Et on espère, et on ne peut que espérer qu'il y en ait plus dans les années qui viennent, et sur toutes les catégories, et aussi en multicoque, puisque malheureusement, en effet, aucune femme aujourd'hui au départ en multicoque, alors que Florence nous a montré il y a un peu plus de 30 ans qu'on pouvait gagner. Et on va d'ailleurs reparler de Florence et revoir aussi ces images, parce que on l'a dit, il y a l'histoire de Philippe qui a gagné cette course, et puis 4 ans après, l'histoire incroyable de Florence Artaud avec ce bateau sur lequel vous allez embarquer, Philippe. On ne se lasse pas de revoir ces images à l'arrivée en 1990. On va les voir dans quelques instants. Ce bateau, dites-nous un mot de son histoire et de ce qu'il représente pour vous. L'ex-Pierre Premier, le bateau avec lequel Florence a gagné la Route du Rhum en 90, c'est pas un bateau facile, hein. Il faut mettre le niveau haut pour gagner sur ce genre de monture. Florence était un grand marin, hein. On parlait des femmes, et c'est vrai que elle a commencé très jeune, elle a fait beaucoup de courses, elle a beaucoup navigué. Donc voilà, c'est la recette aussi, hein. On le voit. Bon, les compétiteurs hommes aujourd'hui, entre autres sur les classes là, ils sont les leaders. Ils ont des heures incroyables de navigation. Donc
Voilà, il n'y a pas de Vous vous raison que les souvenez de femmes... ces images, Philippe, là, qu'on découvre Ah bah l'arrivée moi, de alors Flo? moi, j'étais pas là. Hein. Oui, non. J'étais Vous un les peu avez derrière. vus, probablement. J'étais un peu derrière. Bien sûr. J'étais un peu derrière. C'est l'avantage. Les mais- images de l'arrivée de Florence Artaud, parce que c'est un véritable exploit, on le dit encore, c'était les mots qui étaient employés à l'époque et qui le sont toujours, cette arrivée triomphale Ah, de bah, Florence Artaud en on ne Guadeloupe. pouvait pas rêver mieux. Une fois plus, la route du Rhum écrit son histoire. Florence, on pouvait pas rêver mieux, comme cerise sur le gâteau, c'est sûr. Voilà, par rapport à des grands marins. Catherine? Oui, non, mais moi, à l'époque, je travaillais pour la Route du Rhum et j'étais au PC Presse à la Maison de la Radio et j'ai pleuré. J'ai pleuré quand Florence a... D'abord, c'était magique, les images étaient belle. Florence était belle sur la coque de son trimaran. Et voilà, c'était un moment c'est amusant parce que les arrivées, quand un marin gagne, c'est souvent, il est au sommet de sa carrière et on a l'impression que tout concourt à ce qu'il gagne. Et Florence était en confiance, malgré une traversée un peu compliquée pour elle. Mais voilà, c'était fluide. C'était fluide comme ça l'a été pour Philou juste avant. Comme ça l'a été, moi je suis très proche de Lionel Lemonchois. La victoire de Lionel Lemonchois en je ne sais plus quelle année, 2006, est extraordinaire aussi à la barre de Gitana. Je trouve qu'il y a un moment, il y a une rencontre entre... il y a un marin qui est au sommet de son art et Florence était au sommet de son art et voilà, c'était très émouvant. À l'arrivée, elle l'a dit aussi, j'ai navigué à la Poupon. Voilà, vous étiez un exemple pour elle aussi. Philippe, sur les pontons, là, en ce moment, par rapport aux marins que vous croisez et qui vous disent combien vous les avez marqués, est-ce que vous avez conscience d'être un monument de l'histoire de la voile ? Vous avez baptisé des bateaux avec des gens dont vous avez été l'idole il y a quelques temps. Il y a un moment, ça m'a gonflé, on va dire. Donc je suis parti. Et puis non, là, je suis beaucoup plus décontracté. Voilà, oui, c'est sympa. Je trouve ça. C'est juste sympa. C'est juste sympa. Oui, c'est pas non plus Dieu le Père et le Dieu de la voile, là. Donc tout va bien. Je crois qu'on fait partie des histoires. Et puis je pense qu'on a véhiculé une belle image, on a véhiculé des belles valeurs, nous tous et tous ceux qui sont là. Je crois que c'est ce qui fait la force de la voile, la beauté de la voile, le respect de la voile, c'est ça. Je crois qu'on est tous des belles personnes et on se respecte tous les uns par rapport à ça. Franchement, c'est super. François Gabard, vous non plus, vous ne passez pas vraiment inaperçu sur les pontons. Il y a une chaleur autour de vous. Il y a beaucoup de bienveillance, des autographes, consignes, des photos également. Qu'est-ce que ça fait, là, quelques jours d'une course ? On en parlait hier, parfois c'est un peu pesant, toutes ces obligations. Ça doit donner un certain Ouais, mais il faut arriver à trouver le bon équilibre parce qu'en effet, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui fait la force de la Route du Rhum. C'est qu'en effet, il y a des milliers de personnes qui viennent assis à Saint-Malo et ils viennent avec du rêve, des yeux qui brillent, une envie de nous croiser. Et en effet, ça apporte une énergie qui est assez sympa. Et donc, il faut, je pense, partager, leur donner un peu de soi. Et puis voilà, tout ça, ça fonctionne bien. Et puis évidemment, après, il y a aussi les contraintes du départ d'une course avec toute la difficulté. Un dimanche, c'est pas simple de prendre le départ avec nos grands bateaux. Donc, il faut en même temps être concentré pour ne pas être en retard au direct ici. Donc, des fois, il faut aller un peu vite dans la foule. Et puis, voilà, il faut arriver à trouver le bon équilibre pour commencer à se concentrer sur sa course et faire vivre des bons moments humains avec les gens qui sont venus ici à Saint-Malo. Ce sera votre 3e participation. Quand on pense aux 2 précédentes, l'image forte qui revient, c'est laquelle ? Oh, je sais pas. Forcément, mon premier Rhum en 2014, c'est quand même un truc assez dingue. Mais même avant, limite en 2010, c'est la première fois que j'étais à Saint-Malo. J'allais naviguer avec Michel Desjoyaux quelques mois plus tard sur la Barcelona World Race. Et donc, j'étais là avec son équipe et déjà... Voilà, vivre ou juste à côté d'un bateau de course, le départ, c'était fou. Alors là, je suis en moitié en contre-jour. L'arrivée victorieuse de 2014. Ah, ça, c'est 2014. Donc, ouais, non, moi, j'étais super fier de cette course, de cette arrivée. J'en étais vraiment très, très content. Évidemment, moi, je garde un super bon souvenir, malgré tout, de 2018, qui reste un moment de course, de régate. Avec Francis qui était extraordinaire et j'en garde un très 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 bon souvenir. Évidemment, une petite frustration à la fin, une petite déception, mais qui est bien effacée par le bonheur que j'ai pu vivre autour de la Guadeloupe et même avant en traversant l'Atlantique avec un bateau qui malheureusement était quand même bien abîmé.
Je crois que comme vous, à votre époque, le manque de vent avait été problématique à l'arrivée. Et c'est ce qui avait coûté la victoire à François aussi. Cette année, ce sera pareil, je vous rassure. On connaît le coin un peu. Oui, parce qu'on est sous le vent de la Guadeloupe, donc il y a une grosse montagne qui arrête le vent. Et donc, voilà. Donc il peut se passer des choses, malheureusement. C'est quelque chose qu'on craint à nouveau, François, là? Ou on n'y pense pas encore? On verra plus tard. Non, mais en effet, ça fait partie de la route du Rhum, et la route du Rhum elle commence sur la ligne de départ ici, donc il faut aller au Cap Fréhel. Donc déjà il y a une zone là où il y a beaucoup de manœuvres à faire potentiellement, il y a beaucoup de bateaux, et puis il y a une autre zone à l'arrivée, dans une zone en effet avec du vent assez erratique, avec des bateaux qui pour nous, ne sont pas des bateaux très manœuvrants, donc c'est des grands bateaux qui sont faits pour aller vite à travers l'Atlantique, mais qui ne sont pas faits pour faire une régate entre deux bouées ou spécifiquement pour faire le tour de la Guadeloupe. Donc il faut quand même s'adapter, il y a beaucoup de monde, il faut faire attention. Et évidemment, le Dévent, il était là il y a 4 ans, il sera là dans une semaine et il sera toujours là dans 4 ans, je le souhaite. D'ailleurs, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a toujours de l'Alizé et pas trop de transformation. Mais voilà, ça fait partie du jeu et ça fait partie de la régate. Le retour en solitaire, vous l'attendiez, vous êtes heureux de repartir tout seul en tête à tête avec ce bateau? Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a 4 ans, j'avais eu la chance d'enchaîner beaucoup de navigation en solitaire, parce qu'en 2018, juste avant, j'avais fait un tour du monde donc en solo, en record. L'année d'avant, j'avais fait la Transat anglaise, donc j'avais eu un petit période là, de 12, 18, 24 mois où j'avais beaucoup navigué en solitaire. Un petit peu moins ces dernières années, comme nous tous d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu de course en solitaire depuis la dernière route du Rhum en 2018. Et oui, et l'envie, elle est là. Et c'est vrai que c'est quand même c'est une chance et un privilège extraordinaire de naviguer en solitaire déjà, peut-être encore plus sur ces bateaux magnifiques. Et c'est un exercice qui est difficile, c'est un vrai challenge à chaque fois, malgré l'expérience. Et ça reste un exercice qui est extrêmement compliqué, mais qui est pour un marin très 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 excitant. Et ouais, je suis content de revivre cette sensation de la navigation en solitaire sur ces bateaux-là. C'est vraiment une chance et j'ai hâte d'être à dimanche 13h. J-4, vous avez prononcé le mot de challenge. Le challenge, ça va être de ressortir des écluses dans ce passage très 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 serré, très étroit. Le briefing skipper va avoir lieu dans quelques minutes. J'imagine qu'il va en être question, ainsi de la météo. Est-ce que c'est un moment qu'on redoute? On revoit ces images, ça passe vraiment... on voit bien, en effet, il n'y a pas beaucoup de place de chaque côté. Et ça s'est vraiment plutôt très bien passé. Alors, les conditions météo étaient bonnes pour la rentrée. On est vraiment mais très très content d'être ici dans le bassin, le village, enfin voilà, la fête est vraiment belle, donc c'est vraiment chouette qu'on ait pu faire rentrer tous nos bateaux. Alors évidemment, la route du Rhum, c'est quand même sur l'Atlantique ça se passe, donc maintenant il va falloir qu'on sorte. On espère, la météo, alors il y a un petit peu plus de vent vendredi pour la sortie des bateaux, mais voilà, on espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir être prêt pour le départ dimanche. Pour conclure là-dessus, quand vous êtes arrivé, vous avez annoncé avoir endommagé votre dérive. Alors, je voudrais qu'on prenne de ces nouvelles. Ouais, les nouvelles de la dérive, elle est en réparation, enfin, elle est même en fin de réparation, donc elle devrait arriver là, sur le trimaran dans les heures qui viennent, et on espère pouvoir donc la mettre en place et tout vérifier, donc justement avant la sortie des écluses vendredi après-midi. On va peut-être faire notre petit point météo. Même si Philippe Poupon ne veut pas regarder encore les fichiers météo avant vendredi, on a dit, c'est ça. On va jeter un petit œil quand même pour voir ce qui vous attend dimanche. Alors tous les jours, on montre notre carte avec des vents attendus ce dimanche. Catherine Chabot, est-ce qu'on regarde déjà un peu la météo ou... Ah oui, moi je sais pas comme Philou, ça fait plusieurs. Moi je suis une amateur, je reviens en amateur, donc j'ai besoin de m'immerger. Je suis déjà à moitié dans ma bulle et puis là, pour tout vous dire, je sors de mon premier briefing météo avec le météorologue qui va m'accompagner. Oui, parce que je trouve qu'on a besoin d'avoir déjà la tête, en tous les cas moi qui pratique pas la voile de compétition au quotidien comme François ou comme Philou, j'ai besoin de me remettre en situation. Voilà. Philippe, il veut pas regarder. C'est quoi l'expression? Oui, mais qui regarde trop la météo reste au bistrot, c'est bien connu. Oui. Donc alors, qui regarde trop la météo perd ses forces au bistrot, ça c'est bien connu. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais en même temps, ça me permet de me dire d'essayer de me projeter. Et puis, oui, je trouve que c'est bon quand même de se sentir en mer avant d'y être. Le problème aujourd'hui, c'est que ça nous empêche de dormir. Donc, en ce moment, oui, c'est pas, je sais pas. Moi, en fait, la question que je me demande, c'est comment, à la limite, moi, j'ai le bateau qui peut affronter vraiment
vraiment le gros temps, quoi. C'est-à-dire, s'il y a bien un bateau qui peut affronter le gros temps, c'est le mien. Et alors, moi, je suis admirative. Je me dis, mais comment vont faire les ultimes, les multicoques, etc. On se souvient qu'il y a Les 4 ans IMOCA, déjà. je ne sais pas comment ils vont faire les autres. Parce que la déjà, sortie pour moi, était je suis un peu complexe. inquiète. Il y a 4 ans, la première nuit, les Ouais, 2 premiers bah, jours de course, en général, de toute façon, et justement, si on reprend toutes les éditions de la Rodeo, il y a quelques éditions clémentes où ça passe plutôt bien, mais on est quand même au mois de novembre en Atlantique Nord, donc en général, il y a des dépressions qui passent, il y a du vent, il y a des vagues. C'est jamais très simple. Et là, en effet, on peut commencer. J'ai commencé à regarder. Grosso modo, on part en tout cas avec du vent de face, ça c'est à peu près sûr. Et c'est un petit peu agité, on va dire, dans l'Atlantique Nord. Il y a un peu des vagues un peu partout. Allez, on va continuer de regarder ces fichiers, on affinera tout ça d'ici dimanche. En un mot, Philippe Poupon, dans cette catégorie, celle de François Gabard, qui va gagner? Je veux un pronostic. Oui, non, rapidement. Il nous reste 30 secondes. J'ai tourné la roulette, tac, 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 et puis voilà, je ne sais pas. Voilà, personne ne sait vraiment et cette compétition va être absolument formidable. Les ultimes et les autres classes, bien évidemment. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon vent, belle mer, comme on dit. Demain, vous aurez rendez-vous avec Yves Le Blévec, Francis Le Goff, Éric Perron et Sébastien Marcet à 13h, évidemment. Et d'ici là, eh bien, évidemment, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, évidemment. Et puis, vous téléchargez l'application, notamment pour celles et ceux qui nous rendent visite ici à Saint-Malo, pour retrouver exactement où sont tous les skippers. D'ici là, passez une très belle fin de journée. On se retrouve demain, 13h.